Ton cerveau ne te laisse pas en paix? Il est 3 heures du matin et tu repenses encore à cette chose embarrassante qui s'est passée il y a des années. Ou peut-être qu'il est midi, et tu es paralysé par toutes les choses qui pourraient mal tourner? Aujourd'hui, je vais te parler de ce qui se passe réellement dans ta tête, mais sans les clichés habituels. Je ne vais pas te dire de respirer profondément ou de tenir un journal de gratitude. On va creuser plus profond que ça. On va explorer pourquoi ton cerveau fait ce qu'il fait, et surtout pourquoi c'est beaucoup plus normal que tu ne le penses. D'abord, il faut que tu comprennes une chose. Ton cerveau anxieux ne fonctionne pas mal. En fait, il fonctionne même trop bien. Il fait exactement ce pourquoi l'évolution l'a programmé, détecter les dangers et te garder en vie. Le problème, c'est qu'il utilise un logiciel vieux de 100 000 ans dans un monde moderne. Imagine essayer de naviguer sur Internet avec une carte routière de l'époque romaine. C'est ce que fait ton cerveau tous les jours. Il y a des milliers d'années, les humains qui survivaient étaient ceux qui s'inquiétaient constamment. Celui qui entendait un bruissement dans les buissons et se disait « ce n'est probablement rien » finissait manger. Celui qui paniquait et courait à chaque bruit suspect, lui, survivait pour transmettre ses gènes anxieux. Tu descends de générations de survivants anxieux. L'anxiété est littéralement inscrite dans ton ADN. Aujourd'hui, ton cerveau applique cette même vigilance extrême à des situations modernes. Un message non répondu devient une menace d'abandon. Un regard bizarre devient un danger social mortel. Une erreur au travail active les mêmes circuits neuronaux qu'une attaque de prédateur. C'est épuisant, je sais, mais comprends bien, ton cerveau essaie de te protéger. Il le fait maladroitement, excessivement, mais l'intention est là. C'est comme avoir un garde du corps surprotecteur qui voit des assassins partout. C'est agaçant, oui, mais il veut vraiment ton bien. Voici quelque chose qu'on ne te dit jamais. Ton cerveau est accro à ses pensées négatives. Je ne parle pas métaphoriquement, je parle d'une vraie dépendance neurochimique. Chaque fois que tu confirmes une peur, je savais que ça allait mal se passer, ton cerveau te récompense. Il libère un peu de dopamine, la même substance libérée par les drogues. Tu obtiens une satisfaction perverse d'avoir raison, même si avoir raison te rend malheureux. C'est comme ça que l'addiction commence. Ton cerveau apprend que s'inquiéter égale récompense potentielle. Alors il s'inquiète de plus en plus, cherchant sa prochaine dose de « j'avais raison de m'inquiéter ». Après des années de ce schéma, ton cerveau a littéralement restructuré ses connexions pour faciliter l'anxiété. Les chemins vers les pensées négatives sont devenus des autoroutes, tandis que les chemins vers la paix sont devenus des sentiers abandonnés. Quand tu essaies d'arrêter de penser négativement, ton cerveau panique. Comme n'importe quel drogué privé de sa drogue. Il intensifie les symptômes. Les pensées intrusives deviennent plus fortes, l'anxiété monte. Ton cerveau crie au danger, il faut s'inquiéter. Quelque chose de terrible va arriver si on ne s'inquiète pas. Ce n'est pas de la faiblesse de ta part, c'est de la pure biologie. Ton cerveau s'est habitué à fonctionner avec un certain niveau de stress, et maintenant, il ne sait plus fonctionner sans. Je vais développer plusieurs points pour que tu comprennes mieux. 1. L'empathie déguisée en anxiété. Cette empathie dont tu es si fier, c'est peut-être de l'anxiété déguisée. Je sais, ça fait mal à entendre. Mais cette capacité que tu as de ressentir ce que tout le monde ressent, de toujours savoir qui va mal, d'anticiper les besoins de chacun, ce n'est peut-être pas le super pouvoir que tu penses. Souvent, c'est de l'hypervigilance traumatique. À un moment dans ta vie, probablement très tôt, tu as appris que ta sécurité dépendait de ta capacité à lire l'humeur des autres. Peut-être avais-tu un parent imprévisible, peut-être étais-tu le médiateur familial. Peut-être que détecter les tensions était crucial pour ta survie émotionnelle. Maintenant, tu scannais constamment ton environnement. Chaque micro-expression est analysée. Chaque changement de ton est interprété. Chaque silence est décodé. Tu penses que tu es empathique, mais en réalité, tu es en état d'alerte permanent. La vraie empathie est calme. Elle peut voir la souffrance sans paniquer. Elle peut être présente sans tout absorber. Mais ta version, elle t'épuise. Tu portes les émotions de tout le monde comme si c'était ta responsabilité de réparer le monde entier. Et le pire, les gens t'encouragent. Waouh, tu es tellement sensible. Tu comprends toujours tout. Ils ne réalisent pas qu'ils félicitent ton système d'alarme dysfonctionnel. 2. Ton perfectionnisme n'a rien à voir avec l'excellence. On va être direct. Ton perfectionnisme n'a rien à voir avec l'excellence. C'est de la peur pure qui a mis un costume chic. Réfléchis grec. Si tu ne finis jamais vraiment quelque chose, personne ne peut vraiment le juger.
Si c'est toujours en cours d'amélioration, tu n'as jamais à faire face au verdict final. Ton cerveau a trouvé la stratégie ultime, l'échec permanent déguisé en standards élevés. Tu passes des heures sur des détails que personne ne remarquera. Tu refais 10 fois un travail déjà correct. Tu attends le moment parfait qui n'arrive jamais. Pendant ce temps, la vie passe et tu restes dans les coulisses, polissant éternellement un spectacle que tu ne présenteras jamais. Le plus ironique ? Les perfectionnistes ne réussissent pas mieux que les autres. Ils ne sont pas plus appréciés, pas mieux payés, pas plus heureux. Ils sont juste plus stressés et plus lents. Ton perfectionnisme ne te protège pas de l'échec. Il te garantit de ne jamais vraiment réussir. 3. L'héritage de tes parents. On ne va pas faire dans la psychologie de comptoir, mais il faut qu'on parle de ça. Tes parents, ou qui que ce soit qui t'a élevé, ont probablement fait de leur mieux. Le problème, c'est que leur mieux incluait leur propre traumatisme, leurs peurs, leurs limites. Ta mère qui vérifiait tout 3 fois, elle pensait te protéger. En réalité, elle t'a transmis son anxiété. Ton père qui n'était jamais satisfait, il pensait te motiver. En réalité, il t'a appris que tu n'étais jamais assez bien. Ils vous ont donné leur névrose emballée avec un ruban fait d'amour, et maintenant, leurs voix sont devenues ton dialogue intérieur. Quand tu te critiques, c'est souvent leur voix que tu entends. Quand tu as peur, c'est souvent leur peur que tu ressens. Le plus dur, c'est de reconnaître ça sans tomber dans le piège du blâme total ou du pardon forcé. Ils étaient humains, limités, et ils ont transmis ce qu'ils avaient. Maintenant, c'est à toi de faire le tri et de te débarrasser de ce qui te détruit. 4. La méditation n'est pas faite pour tous les cerveaux anxieux. Tout le monde te dit de méditer. Mais pour beaucoup de cerveaux anxieux, s'asseoir en silence avec ses pensées, c'est comme enfermer un claustrophobe dans un placard. La méditation traditionnelle a été créée dans des contextes très particuliers, des monastères, des lieux où la vie était déjà calme. Pas pour quelqu'un qui jongle avec le travail, les factures et l'anxiété moderne. Quand tu fermes les yeux pour observer tes pensées, ton cerveau anxieux comprend, ok, on fait l'inventaire complet de tous les dangers possibles. Et c'est parti pour le festival de l'anxiété. Au lieu de te calmer, la méditation devient une séance de torture mentale. Si la méditation assise ne fonctionne pas pour toi, ce n'est pas parce que tu es nul. C'est parce que ton cerveau a besoin d'autre chose. Peut-être du mouvement, peut-être de la création, peut-être de l'action. Il existe 1000 façons de calmer un esprit, et rester assis en lotus n'en est qu'une parmi d'autres. 5. L'espoir passif et la prison du pourquoi. Espérer que ça aille mieux sans rien faire, c'est comme attendre qu'une plante pousse sans jamais l'arroser. L'espoir passif te maintient dans l'illusion que quelque chose va changer par magie. Ton cerveau adore l'espoir passif, car ça lui permet de ne rien faire tout en se sentant vertueux, je ne suis pas résigné, j'ai espoir. Mais pendant ce temps, rien ne change. Les jours, les années passent, et tu es toujours au même endroit, juste plus vieux et plus amer. L'action, même minuscule, même imparfaite, vaut mieux que le plus bel espoir. Un petit pas maladroit te mènera plus loin que 1000 rêves magnifiques. Et cette question, pourquoi suis-je comme ça? Elle peut devenir une prison. Tu peux passer 10 ans à analyser les causes sans jamais rien changer. C'est confortable de chercher le pourquoi. C'est inconfortable d'agir malgré l'incertitude. Parfois, tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi tu as peur de l'eau pour apprendre à nager. L'action transforme, même sans une compréhension complète. 6. Tu n'es pas sculpté dans le marbre. Voici une info qui change tout. Ton cerveau se reconstruit constamment. De nouvelles connexions se forment, d'autres meurent. Le toi de ce matin est littéralement différent du toi de ce soir. Alors pourquoi t'accroches-tu à cette identité fixe? Je suis anxieux, je suis comme ça. Je ne peux pas changer. Ce sont des histoires, pas des faits biologiques. Tu n'es pas sculpté dans le marbre. Tu es de l'eau qui prend la forme du contenant qu'elle choisit. Oui, les vieux schémas sont tenaces. Ils sont comme des sentiers dans une forêt, plus on les emprunte, plus ils deviennent visibles. Mais de nouveaux sentiers peuvent être créés. Il faut juste de la répétition, de la patience, et accepter que les premiers pas dans les broussailles sont difficiles. Tes pensées négatives ne sont pas l'ennemi. Tes pensées négatives ne disparaîtront jamais complètement. C'est impossible. C'est comme espérer ne plus jamais avoir faim ou sommeil. Ces pensées font partie du package humain. Mais, et c'est le plus important, tu n'as pas besoin qu'elles disparaissent pour bien vivre. C'est la différence entre avoir un passager bruyant et lui donner le volant. Les pensées peuvent faire du bruit à l'arrière,
mais c'est toi qui conduis. La vraie liberté ne vient pas quand les pensées négatives disparaissent. Elle vient quand leur présence ne t'empêche plus d'avancer. Quand tu peux dire, ah tiens, revoilà l'anxiété. Salut, l'anxiété. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Tes pensées négatives ne sont pas l'ennemi. Elles sont un système d'alarme trop sensible, un enfant effrayé, un garde du corps trop zélé. L'intention est la protection, même si l'exécution est catastrophique. Alors, au lieu de faire la guerre à tes pensées, apprends à cohabiter. Elles peuvent crier, paniquer, s'agiter. Pendant ce temps, tu continues à vivre, à aimer, à créer, à avancer. Pas malgré elles, mais avec elles. 8. Tes relations et le familier douloureux. Tes relations répètent les mêmes schémas parce que tu choisis inconsciemment le familier. Regarde tes dernières relations amoureuses ou amicales. Il y a de fortes chances qu'elles se ressemblent étrangement. Pas physiquement, mais émotionnellement. Le partenaire distant qui te rappelle ce parent émotionnellement absent. L'ami exigeant qui ressemble à cette figure d'autorité de ton enfance. Le collègue manipulateur qui réactive de vieilles blessures. Ton cerveau choisit le connu, même quand le connu fait mal. Pourquoi? Parce que le connu, même douloureux, semble plus sûr que l'inconnu. C'est comme rester dans une maison délabrée parce qu'au moins, tu sais où sont les trous dans le plancher. Quand quelqu'un te traite trop bien, ça déclenche une alarme. Ton cerveau ne reconnaît pas ce schéma. Il cherche le piège, attend la chute, provoque même parfois le rejet pour revenir en terrain connu. Tu sabotes les relations saines parce qu'elles ne correspondent pas à ta programmation interne. Le plus frustrant, c'est quand les gens te disent « tu attires toujours les mêmes personnes toxiques ». Non. Tu rencontres probablement plein de gens différents. Mais ton cerveau ne s'attache qu'à ceux qui correspondent à ces schémas connus. Les autres, les sains, les équilibrés, ils te paraissent ennuyeux. Pas mon genre. Il manque quelque chose. Ce quelque chose qui manque, c'est le chaos familier, l'intensité dysfonctionnelle, le drame qui te fait te sentir vivant parce que c'est la seule forme d'intensité émotionnelle que tu connais. 9. Le syndrome de l'imposteur est un déguisement. Le syndrome de l'imposteur est en fait ton cerveau qui essaie de te garder invisible. Ce sentiment constant d'être une fraude, cette peur qu'on découvre que tu ne sais pas ce que tu fais, ce n'est pas de la modestie. C'est une stratégie de survie primitive. Dans la nature, être remarqué peut signifier être mangé. Se démarquer du groupe peut signifier l'exclusion. Ton cerveau primitif associe la visibilité au danger. Alors, il te convainc que tu ne mérites pas ton succès, que tu es une fraude sur le point d'être découverte. Chaque compliment est rejeté, chaque succès est minimisé, chaque échec est amplifié. Ton cerveau réécrit l'histoire pour maintenir cette narration, tu n'es pas assez bien pour être là où tu es. C'est sa façon tordue de te protéger de la déception future ou du rejet potentiel. Le plus ironique, c'est que les vrais incompétents n'ont pas le syndrome de l'imposteur. Ils sont parfaitement confiants dans leur incompétence. Si tu doutes de toi, c'est probablement que tu es plus compétent que tu ne le penses. 10. La nostalgie n'est pas toujours innocente. Cette tendance à idéaliser le passé, à revivre les bons moments, à te perdre dans les souvenirs, ce n'est pas de la simple sentimentalité. C'est souvent une façon d'éviter le présent. Ton cerveau préfère la douleur amère de la nostalgie à l'incertitude du moment présent. Au moins, le passé est fixe, connu, sûr. Il ne peut plus te surprendre ou te décevoir. Alors, tu y retournes encore et encore, comme on gratte une croûte qui ne guérit jamais. Mais voici le piège, la nostalgie ment. Ton cerveau réécrit le passé, efface les mauvais moments, amplifie les bons. Cette relation que tu regrettes, tu oublies pourquoi elle s'est terminée. Ce job que tu idéalises, tu oublies pourquoi tu es parti. Cette époque que tu regrettes n'a jamais existé comme tu t'en souviens. Pendant que tu vis dans ce passé fantasmé, le présent passe. Les opportunités actuelles sont ignorées. Les relations présentes sont négligées. Tu vis comme un fantôme, physiquement là, mais mentalement ailleurs. 11. Ton cerveau préfère la colère à la tristesse. Pourquoi? Parce que la colère donne l'illusion du pouvoir. La tristesse, elle, nous confronte à notre impuissance. Quand tu es en colère, tu as l'impression de faire quelque chose. Il y a de l'énergie, du mouvement, une cible. La tristesse, elle est passive. Elle demande d'accepter la perte, la vulnérabilité, l'impuissance. Et ça, ton cerveau déteste. Alors, il transforme la tristesse en colère. Ce parent qui t'a déçu?
Plus facile d'être furieux que de pleurer l'amour que tu n'as pas reçu. Ce partenaire qui est parti? Plus simple de le détester que d'admettre qu'il te manque. Cette opportunité ratée? Plus confortable de blâmer les autres que d'accepter ta part de responsabilité. Mais la colère non traitée devient du poison. Elle te ronge de l'intérieur, détruit tes relations, te maintient dans le passé. La vraie guérison commence quand tu oses pleurer ce qui a été perdu sans transformer la tristesse en rage. 12. L'obsession d'être occupé est une fuite. Cette obsession d'être toujours occupé, toujours productif, toujours en train de faire quelque chose, ce n'est pas de l'ambition. C'est souvent de la terreur existentielle déguisée. Si tu arrêtes de bouger, tu devras faire face au vide, au silence, aux questions sans réponse. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux? Ma vie a-t-elle un sens? Alors, tu restes occupé. Tu remplis chaque moment. Tu fuis dans l'action. Ta valeur devient liée à ta production. Un jour sans accomplissement est un jour gâché. Un moment de repos est de la paresse. Tu deviens une machine humaine valorisée uniquement pour ce qu'elle produit, pas pour ce qu'elle est. Mais cette course perpétuelle t'épuise. Tu perds le contact avec toi-même. 13. Le hacking de la dopamine. Les réseaux sociaux ont piraté ton système de récompense. Chaque notification est une microdose de validation. Chaque j'aime est un shot de dopamine. Ton cerveau est devenu accro à ces petites récompenses intermittentes, exactement comme une machine à sous. Le plus vicieux? Les récompenses sont imprévisibles. Parfois tu as beaucoup de j'aime, parfois peu. Cette intermittence rend l'addiction plus forte que si la récompense était constante. Ton cerveau continue de chercher, de publier, de vérifier, espérant le prochain succès. Pendant ce temps, ta capacité d'attention s'effondre, ta tolérance à l'ennui disparaît. Tu ne peux plus manger sans regarder quelque chose, attendre sans faire défiler, être seul sans distraction. Mais le pire effet est plus subtil. Tu commences à vivre ta vie pour la documenter plutôt que pour la vivre. Chaque moment devient une opportunité de contenu. Chaque expérience est évaluée selon son potentiel de publication. Tu deviens le conservateur de ta propre vie plutôt que d'en être le protagoniste. 14. La peur de l'argent cache une peur plus profonde. Cette peur constante de manquer d'argent, même quand tu en as assez, ce n'est pas vraiment l'argent qui t'inquiète. L'argent est juste le symbole de quelque chose de plus profond, la sécurité, le contrôle, la valeur personnelle. Pour certains, l'argent représente la sécurité émotionnelle qu'ils n'ont jamais eue. Pour d'autres, c'est la validation qu'ils cherchent. Pour d'autres encore, c'est le contrôle sur un monde chaotique. Ta relation à l'argent révèle tes blessures les plus profondes. Tu peux avoir des millions et toujours angoissé, ou vivre avec peu et être serein. Ce n'est pas le montant sur le compte qui détermine l'anxiété. C'est ce que ce montant représente dans ta psyché. Cette anxiété te pousse souvent à des comportements contradictoires. Tu économises de manière obsessive puis dépenses de manière impulsive. Tu travailles pour la sécurité financière mais sabotes tes opportunités. Tu veux l'indépendance financière, mais tu as peur de la responsabilité qui vient avec. 15. Le multitâche, un mensonge déguisé. Cette fierté d'être multitâche, c'est un mensonge que tu te racontes. Le cerveau humain ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Il alterne rapidement entre les tâches, et chaque basculement a un coût. Ce coût s'appelle le switching penalty. À chaque changement de tâche, ton cerveau doit se réorienter, recharger le contexte, se refocaliser. C'est épuisant et inefficace. Tu mets plus de temps à faire deux choses en multitâche que si tu les faisais l'une après l'autre. Mais le pire, c'est l'effet à long terme. Le multitâche chronique réduit la densité de matière grise dans les zones du cerveau responsables de l'attention, du contrôle émotionnel et de l'empathie. Tu deviens littéralement moins capable de te concentrer, plus anxieux, moins connecté aux autres. Cette illusion de productivité cache une réalité. Tu fais beaucoup de choses mal plutôt qu'une chose bien. Tu es occupé, mais tu n'avances pas vraiment. 16. La voix qui n'est pas la tienne. Cette voix dans ta tête qui te critique constamment? Écoute attentivement ces mots, ces schémas. Il y a de fortes chances qu'elles ressemblent étrangement à quelqu'un de ton passé. Un parent critique, un professeur humiliant, un premier amour cruel. Quelqu'un, à un moment formateur de ta vie, t'a parlé d'une certaine façon, et tu as internalisé cette voix. Maintenant, tu continues leur travail. Tu es devenu ton propre bourreau, utilisant leurs armes. Le plus tragique? Cette personne a probablement oublié depuis longtemps ce qu'elle t'a dit. Elle vit sa vie,
inconsciente du fait qu'elles continuent de te torturer à travers ta propre voix intérieure. Tu portes leur jugement comme un tatouage invisible. Reconnaître que cette voix n'est pas la tienne est le premier pas vers la liberté. Tu peux la remercier pour son service et lui dire qu'elle peut partir maintenant. Tu n'as plus besoin de cette protection dysfonctionnelle. 17. Le burn-out n'est pas une simple fatigue. Le burn-out, ce n'est pas simplement être très fatigué. C'est un effondrement systémique où ton système nerveux dit stop. C'est ton corps qui fait grève parce que tu as ignoré tous les signaux d'alarme. Avant le burn-out complet, il y a des mois, parfois des années de signaux ignorés. La fatigue qui ne part pas, l'irritabilité constante, la perte de sens, l'insomnie malgré l'épuisement, les maladies à répétition. Ton corps crie, mais tu augmentes le volume sur la productivité. Le plus dangereux avec le burn-out, c'est qu'on ne s'en remet pas en quelques semaines de vacances. Le système nerveux met des mois, parfois des années, à se recalibrer. Et souvent, tu ne peux plus jamais fonctionner au même niveau qu'avant sans retomber. C'est ton corps qui te force à apprendre une leçon que tu refusais d'entendre, tu n'es pas une machine. Tu as des limites. Et ces limites ne sont pas des faiblesses, ce sont des mécanismes de survie. 18. La comparaison est une torture volontaire. La comparaison est une forme d'auto-torture que tu choisis. Tu compares ton intérieur chaotique à l'extérieur poli des autres. Tu compares ton chapitre 3 à leur chapitre 20. Tu compares ta vraie vie à leur vie Instagram. C'est une bataille perdue d'avance. La comparaison te vole ta joie présente. Tu pourrais être heureux de tes progrès, mais non, quelqu'un s'en sort mieux. Tu pourrais être fier de ton accomplissement, mais non, quelqu'un a fait plus. Tu transformes chaque victoire en défaite par la magie de la comparaison. Mais voici ce qu'on ne te dit pas, les gens à qui tu te compares se comparent à d'autres. C'est une chaîne infinie de misère où personne n'est jamais assez. Même ceux que tu envies sont rongés par l'envie de quelqu'un d'autre. La seule comparaison utile est avec toi-même d'hier. Es-tu un peu plus sage, un peu plus gentil, un peu plus courageux? C'est la seule métrique qui compte. 19. L'authenticité est terrifiante. Tout le monde parle d'être authentique, mais la vraie authenticité est terrifiante. Pourquoi? Parce que si tu es vraiment toi-même et qu'on te rejette, c'est toi qui es rejeté, pas un masque. C'est plus facile d'être rejeté en portant un masque, tu peux te dire, ils n'ont pas rejeté le vrai moi. Mais si tu es authentique et qu'on ne t'aime pas, c'est ton essence même qui est rejetée. C'est une douleur existentielle profonde. Alors, tu crées des versions de toi-même. Le toi professionnel, le toi social, le toi familial. Chaque version légèrement différente, adaptée à ce que tu penses qu'on attend. Tu deviens un caméléon émotionnel, changeant selon l'environnement. Mais cette stratégie a un coût énorme. Tu ne sais plus qui tu es vraiment. Tu as joué tant de rôles que tu as oublié l'acteur derrière. Et paradoxalement, personne ne te connaît vraiment, donc personne ne peut vraiment t'aimer. Tu es entouré mais profondément seul. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as du courage. Ces vérités ne sont pas confortables. Elles grattent, elles dérangent, elles forcent à regarder ce qu'on préfère ignorer. Mais voici la dernière vérité, la plus importante, vous n'avez pas besoin d'être guéri pour vivre pleinement. Cette idée qu'il existe une version de vous sans anxiété, sans pensée négative, sans lutte, c'est un mythe toxique. Vous êtes déjà complet avec tout votre chaos. Vos failles ne sont pas des erreurs à corriger, ce sont les lignes de votre histoire unique. Vos luttes ne sont pas des échecs, ce sont les preuves de votre humanité. La vraie question n'est pas comment éliminer mes problèmes, mais comment danser avec eux? Comment vivre une vie riche et pleine tout en acceptant que l'anxiété fera partie du voyage? Comment aimer malgré la peur? Comment créer malgré le doute? Comment avancer malgré l'incertitude? Ça, c'est le vrai courage. Pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Pas l'absence de pensées négatives, mais la vie malgré leur présence. Alors, respirez. Acceptez le chaos et continuez à avancer un pas bancal à la fois dans cette magnifique catastrophe qui est la vie humaine. Si ce que je viens de te dire résonne en toi, je veux que tu fasses une seule chose, petite et simple, tout de suite après avoir regardé cette vidéo. Pas un plan de vie, pas une transformation radicale. Juste un petit pas. Envoie ce message que tu as réécrit depuis 3 jours. Dis non à une chose que tu ne veux pas vraiment faire. Demande de l'aide pour quelque chose de minuscule. Fais un acte de courage, même microscopique. C'est ce petit pas qui commencera à te reprogrammer. Le premier pas vers la liberté n'est pas dans la pensée, il est dans l'action. Alors, qu'est-ce que ce sera pour toi?